Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, votre magazine santé. On nous prend pour des jambons, peut-être même pour des andouilles, pourrait être le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons en effet le plaisir de recevoir Monsieur Guillaume Coudray, journaliste d'investigation plus qu'investi dans la santé, puisque vous enquêtez, Guillaume Coudray, depuis des années sur la présence préoccupante des nitrites dans la charcuterie. C'est le titre de votre ouvrage, Nitrites dans la charcuterie, le scandale, chez HarperCollins. Titre on ne peut plus explicite de votre ouvrage. Et alors, sans spoiler le contenu de ce rendez-vous médical, il est à présent avéré que ces substances sont cancérogènes au contact de la viande, mais les industriels de ce secteur, appuyés par de puissants lobbies, font tout pour que rien ne bouge, ce qui oblige les autorités de santé à juste conseiller la modération, comme pour l'alcool. Bonsoir, docteur Serge Rafale. Bonsoir, Nicolas. Première partie avec vous pour cet entretien, et avec notre invité, vous allez aborder la question de ce scandale sanitaire, social, politique et planétaire, environnemental. C'est la première partie de notre magazine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Guillaume Coudray, bonjour. Bonjour docteur. Tous les pays sont exposés aux nitrites et également toutes les religions, même si elles ne mangent pas de porc, puisque ces substances chimiques se trouvent aussi dans le bœuf, la dinde, le mouton, la volaille, le veau. Pour beaucoup de Français, la charcuterie est synonyme de plaisir, de convivialité et d'économie. Nous en consommons en moyenne 30 kilos par personne par an. Malheureusement, elle contient le plus souvent cet additif redoutable dont l'usage est légal, bien que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ait confirmé son caractère cancérogène. Les scientifiques, les consommateurs avertis, quelques politiques, un journaliste veulent les interdire au nom d'une mesure de santé publique. Les industriels de la charcuterie freinent des cas de fer et s'y opposent, invoquant des preuves insuffisantes et demandant des études supplémentaires, stratégie qu'utilisent tous les lobbies en pareil cas. Nous l'avons vu avec le sucre, l'alcool, le tabac, le bisphénol, l'amiante et le glyphosate, pas plus tard que la semaine dernière. On va planter le décor, si vous voulez bien. Vous avez quelques chiffres sur la consommation de charcuterie en France. Alors chez nous, 82% des charcuteries sont fabriquées à partir de porc, 13% à partir de volaille, 5% d'autres espèces, dont principalement le bœuf, c'est ça? Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, quand on parle de charcuterie, c'est l'équivalent d'un point de vue scientifique du mot processed meat en anglais. Eh bien, dans cette catégorie des processed meat, des viandes transformées, nous, on consomme en France, on consomme surtout du cochon, mais on peut faire des charcuteries transformées, des processed meat, avec toutes sortes de viandes, aussi bien des viandes rouges, c'est-à-dire le bœuf, ou bien le porc, ou bien ce qu'on appelle des viandes blanches, du poulet, de la dinde, vous l'avez dit, mais on peut également décliner toutes les volailles. En gros, on va avoir tous les produits de viande qui sont transformés, c'est-à-dire qui, à l'origine, il y a bien longtemps, ont été salés, tout simplement salés au sel, et bien qui sont maintenant salés et traités aux produits chimiques. C'est pour ça qu'on utilise un produit qui s'appelle le sel nitrité. C'est du sel additionné de nitrite de sodium ou bien de nitrate de potassium pour des fonctionnalités qu'on va pouvoir certainement décliner. Longtemps, les charcuteries ont été fabriquées seulement avec du sel sans ces additifs nitrés, n'ont pas été toujours utilisés, contrairement aux affirmations des industriels. Ah bien sûr, c'est un mensonge. Alors, moi, dans le livre, justement, je reconstitue l'histoire des charcuteries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les religions, dans tous les endroits du monde, le sel a un pouvoir fabuleux. C'est un pouvoir parce qu'il protège. C'est pour ça que dans bien des cultures, on met du sel même à la fois dans des gestes thérapeutiques, dans des gestes cultuels, c'est une forme de familiarité, de salut. Le mot salut vient du sel.
salvateur, quelque chose qui est salvateur, c'est parce que c'est lié au sel. Ça fait bien longtemps que nos ancêtres ont compris que le sel avait ce pouvoir merveilleux de protéger, c'est-à-dire de protéger contre la putréfaction. Avant les réfrigérateurs, bien sûr. Ah, mais il y a, oui, effectivement. Il y a, et partout, vous savez, ce n'est pas un hasard si les lieux où les humains se sont installés étaient très souvent autour de lieux où on fabriquait du sel, la mer Morte par exemple. Ce sont des lieux salés, c'est des lieux où on pouvait avoir du sel. On a besoin de sel à la fois pour consommer, mais on a aussi surtout besoin de sel pour conserver la viande pendant l'hiver. Vous expliquez dans votre livre, vous dites que c'est seulement à la fin du 19e siècle que naissent autour de Chicago les grandes usines de salaison et qu'apparaît le nitratage du bacon et du jambon. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que je reconstitue dans le livre justement l'histoire de cette apparition du nitratage. Nitratage, c'est nitrate de potassium, et puis nitrite de sodium, ça va venir après. Donc ces deux additifs, ils commencent à apparaître progressivement en Europe, d'abord de façon complètement anecdotique, c'était une façon rapide. Je raconte dans le bouquin comment on voit apparaître ces petites astuces. C'était des astuces pour ménagères en fait. Comment chez vous, vous pouvez donner à votre viande une couleur bien rose, bien appétissante, ou même fabriquer à toute vitesse quelque chose qui va faire illusion. C'était plutôt comme ça, un peu une modernité à la fin même avant le 19e siècle, il y avait comme ça des personnes qui commençaient à promouvoir ça un peu comme une petite astuce, un petit truc, un truc pour épater la galerie. Comment faire de la viande bien rose qui va rester rose? Parce que vous savez le problème, c'est que quand on cuit de la viande, elle perd sa belle couleur. Or, cette belle couleur, elle a une fonction plutôt rassurante. Elle nous fait croire que puisque c'est rose, c'est frais. Mais dans votre livre, on a très peur parce que vous expliquez qu'en fait, en 1934, un expert toxicologue évalue un nouveau produit, le nitrite de sodium, qui servait à teindre les tissus, à usiner les métaux, et les industriels se disent c'est probablement une bonne idée de l'introduire dans la charcuterie. Exactement. En fait, ce qui se passe, docteur, c'est que le nitrite de sodium, donc c'est une molécule que les chimistes appellent du NO2, c'est à base d'oxyde d'azote. Alors les chimistes vous expliqueraient exactement quelle est la différence. Il y a une histoire d'état de la molécule. Je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais en fait, si vous voulez, ces molécules, ces produits, nitrite de sodium, nitrate de potassium, nitrate de sodium, nitrite de potassium, en fait, il y en a 4, même si en France, nous, on n'en utilise que 2, parfois 3, mais en gros, il y en a 4. C'est les E, ça va de E249 à E252. Alors voilà, alors attention, E, ça veut dire Europe. Donc, il y a plein de E qui sont, il y a l'ascorbate, la vitamine, tout ça, il y a des E aussi. C'est pas parce qu'il y a E sur une étiquette que c'est toxique. E, ça veut dire tout simplement que c'est classification européenne. Mais là, effectivement, ce qui nous intéresse et ce dont on parle aujourd'hui, c'est la série des nitrates et nitrites, les 4 que vous venez de mentionner. Ils sont classés dans les conservateurs, alors qu'en réalité, c'est des colorants. Voilà. Alors c'est vrai en même temps qu'ils conservent. C'est des biocides. C'est des biocides. Donc, on pourrait même dire l'eau de Javel, vous savez, justement, à la fin du 19e siècle, l'eau de Javel était utilisée par des truands pour nettoyer la viande, en gros, et pour la conserver plus longtemps sur leurs étals. Il y avait des petits malins qui passaient la viande à l'eau de Javel et ils disaient c'est un conservateur. C'est dans les ouvrages. Bon, donc, oui, il y a plein de produits qui ont une fonction conservatrice. Et là, vous dites ça produit donc une charcuterie bien rose qui se conserve plus longtemps. Oui. Donc, bien évidemment, pour les industriels, c'est important. Et ça nécessite moins de soins parce que le produit est désinfectant. Vous venez de parler de l'eau de Javel. Vous mettez le biocide directement dans le produit. Imaginez si on autorisait la même chose pour vos yaourts ou pour le jus d'orange. Donc il y a besoin de moins d'hygiène, je dirais, dans ces usines. Absolument, sur toute la chaîne. Aussi bien à l'abattoir, et on en parlera tout à l'heure de l'abattoir, mais aussi bien à l'abattoir que lors du transport, voire même lors de l'élevage,
à tous les stades. Après, la chaîne du froid, vous n'êtes pas... Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que tous les gens qui utilisent du nitrite, que ce soit les industriels ou les artisans, parce qu'il y a aussi des artisans qui le font, hein, malheureusement, ou bien les distributeurs, parce que les distributeurs, les commerçants sont très intéressés par avoir des produits bien beaux et puis qui restent longtemps bien stables en rayon. Eh bien, tous ces gens-là, ça ne veut pas dire que tous ceux qui utilisent du nitrate ou du nitrite le font juste pour tricher, mais hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis en revanche, c'est que dans l'éventualité où vous avez eu un petit problème de chaîne du froid, dans l'éventualité, ça arrondit les angles, on va dire. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que, par exemple, si vous êtes fabricant de saucisses, vous n'avez pas, si vous êtes fabricant, ou bien tout simplement, vous avez besoin d'acheter du minerai, ce qu'on appelle du minerai de viande. Mais l'état bactériologique du produit, de la matière première que vous allez acquérir, n'a pas besoin d'être impeccable. Donc, vous allez pouvoir travailler avec des produits de moins bonne qualité. Et donc, vous allez pouvoir faire plus de marge parce que vous allez pouvoir acheter des produits, tout simplement, qui ont été moins bien vérifiés, dont l'état peut laisser à désirer. Et puis, encore une fois, voilà, si vous avez un petit problème de chaîne du froid, si vous avez eu un petit problème d'un réfrigérateur qui s'est arrêté, si vous avez, et ça arrive hein, malheureusement dans les usines, si vous avez un petit problème de bactériologique à l'intérieur de l'usine, si vous avez un petit problème de listeria, si vous avez un petit problème de salmonellose, si vous n'avez pas vraiment trop envie de changer les machines, si vous avez au-dessus de vos lampadaires des algues vertes, presque ou des bactéries tout simplement qui se multiplient et que vous n'avez pas les moyens ou pas envie d'investir pour nettoyer précautionneusement, ou bien, et c'est ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis par exemple, et malheureusement dans certains abattoirs en général, eh bien si vous n'avez pas envie d'employer des professionnels. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis pendant le Covid? Qu'est-ce qu'on a vu? On a compris qui étaient les employés dans les abattoirs aux États-Unis. C'était en gros les Mexicains, les immigrés sans papier, qui n'avaient aucune possibilité de trouver d'autres boulots, eh bien, on employait ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont pas très bien formés. À l'asepsie. Oui, alors il n'y a aucune règle d'asepsie. Eh bien, le nitrite, si vous voulez, vous le dites bien, et c'est intéressant justement d'avoir l'œil du médecin et d'utiliser ce mot asepsie. Hein. Rappelons que justement, asepsie, c'est la propreté impeccable. Hein. C'est presque des conditions chirurgicales. Eh bien, si vous voulez travailler sans asepsie ou même dans la crasse, on peut le dire, hein, parce qu'il y a des usines ou il y a des ateliers en Europe où on travaille dans la crasse, où on utilise de la mauvaise matière première, eh bien, vous vous ennuyez pas. Vous rajoutez j'allais dire l'insecticide, le biocide, hein, c'est pas un insecticide, le nitrite ou le nitrate, c'est un biocide, ça tue les cellules. Malheureusement, Monsieur Coudray, il ne sert pas qu'à colorer la viande, il est toxique. Voilà, alors le problème, et c'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est que il est multifonctionnel, il est très avantageux, et c'est pour ça que les industriels disent il est irremplaçable, on ne peut pas s'en passer. Alors eux ils disent un petit peu, vous savez, vous avez évoqué docteur tout à l'heure la question du glyphosate. Que disent les fabricants de glyphosate ou les lobbyistes du glyphosate? Ils disent mais on ne peut pas alors le glyphosate, rappelons que c'est ce pesticide qui empêche qui tue tout sauf qui laisse pousser certaines plantes, sauf qu'il est cancérogène. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent les défenseurs du glyphosate? Ils disent le glyphosate ne peut pas être interdit, puisque, en fait, il n'y a pas de produit qui est aussi efficace, qui va être aussi... Et on ne peut pas tous retourner au désherbage manuel ou utiliser des produits moins nocifs, parce que, oui, ça désherberait, mais ça ne désherberait pas aussi bien. Eh bien, c'est la même logique avec le nitrate et le nitrite. Ils nous disent, on ne peut pas interdire celui-là, puisque, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres méthodes de travailler proprement, mais ça, c'est plus efficace. Ben oui, c'est plus efficace. Ils ont un autre argument, Monsieur Coudray, c'est qu'en fait, ils considèrent que les nitrites et les nitrates ne sont pas cancérogènes. Alors ça, ceux qui le disent sont des truands, des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs, tout ce que vous voulez. Ma liste serait longue. C'est impossible aujourd'hui en conscience, alors que l'ANSES, notre agence nationale, l'a écrit noir sur blanc,
en juillet 2022, au bout d'un rapport avec les meilleurs experts. Le contact de ces substances avec la viande, en fait, dégage des composés nitrosés, cancérogènes. Alors là, oui, oui, vous savez, c'est comme si vous me disiez, vous dites à un gamin, mais dis donc, fumer n'est pas une bonne idée, ça va te donner le cancer. Et là, il va vous répondre, mais non, c'est pas vrai, ce paquet de cigarettes là que je pose sur la table n'est pas cancérogène. Oui, c'est vrai, le paquet lui-même, inerte, posé sur la table, c'est pas lui qui donne le cancer. Ça donne le cancer juste quand on fume les cigarettes. Bon, c'est exactement la même absurdité du type de raisonnement. Le nitrate et le nitrite en eux-mêmes, bien sûr, ils sont inertes. C'est pas eux qui donnent le cancer, mais quand ils réagissent avec la viande, automatiquement, ils donnent naissance à une série de ce qu'on appelle des composés nitrosés. Ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps, c'est les nitrosamines, mais aujourd'hui, on sait que c'est d'autres composés nitrosés encore plus problématiques, en particulier le nitroso-M, celui qui résulte de la rencontre entre l'azote, en fait, et le fer, l'M, hein, ce qui donne le côté rouge à la viande. Eh bien, c'est ça qui est cancérogène. Donc aujourd'hui, en tout cas en France, parmi les gens, même les défenseurs du nitrite, il n'y a plus aucune personne crédible, y compris chez les industriels. Hein. Ça y est, c'est admis, c'est cancérogène, mais parce que mais c'est pas très cancérogène. Donc allons-y, c'est ça hein, leur argument. Ils jouent plus sur le côté, il y a des choses plus cancérogènes. Le tabac c'est plus cancérogène. Vous n'avez pas interdit le tabac, donc pourquoi nous interdire ça? C'est plutôt sur cette logique-là. Hein, mais plus personne de sensé fait croire que c'est pas cancérogène. C'est pas possible aujourd'hui. On retrouve effectivement ces arguments dans la bouche des industriels et des lobbies qui les défendent. En fait, le cancer est une maladie plurifactorielle qui ne saurait être liée uniquement à la consommation de nitrate ou de nitrite ou d'un aliment. Ah oui, mais ça, c'est la même chose a été dite pendant des décennies par les fabricants de tabac hein, et par les fabricants d'amiante. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, toutes les industries qui fabriquent des aliments cancérogènes ou bien des produits cancérogènes disent « Ah, mais on n'est pas les seuls, il y a peut-être d'autres causes. » Oui, parce qu'on sait, ce que les épidémiologistes savent très bien, c'est oui, effectivement, il y a d'autres causes. C'est toutes les causes ensemble. L'épidémie de cancer qui touche aujourd'hui, et la directrice du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon rappelait il y a quelques semaines, il y a 15 jours, que presque la moitié des cancers dans les pays développés pourraient être tout simplement prévenus, évités, non pas soignés, mais évités, si les gens se protégeaient contre le soleil quand ils travaillent ou, dans les champs ou bien quand ils sont sur la plage, si les gens ne fumaient pas, si les gens évitaient de manger des aliments cancérogènes. Et ce que je voudrais souligner, c'est que oui, c'est vrai, il y a d'autres causes, mais il faut attaquer toutes les causes du cancer. Et dans nos pays, ou en Belgique, ou dans tous les gros pays gros consommateurs comme ça de viande transformée, une des causes principales du cancer colorectal, hein, on parle là du cancer du côlon et du rectum, c'est celui-là qui est vraiment concerné directement par les problèmes des charcuteries nitrées, eh bien, il est indispensable aujourd'hui d'agir sur les leviers. Quel est sur les leviers dont on dispose? Il y a des composés cancérogènes dont qu'il est très difficile d'éviter. Hein. Là, on est à Paris. Quand on sort dans la rue, alors il peut y avoir effectivement des particules dans l'air. On sait très bien qu'il y a une partie de pollution. Il y a la pollution. Il y a le tabac des gens qui fument dans les espaces publics. Il y a d'autres composants. Et puis il y a une composante génétique également. Pour le cancer colorectal, c'est 10-12% à peu près, hein, la composante génétique. Bon, tout ça, il y a comme ça toutes sortes de déterminants du cancer qui ne sont pas évitables. Mais par contre, il y a des déterminants qui sont évitables. Donc ceux-là, il faut agir dessus. Quel est le sens aujourd'hui pour des parents, pour des femmes enceintes, pour des responsables de cantine ou de crèche, d'aller donner à des gamins des aliments dont on sait qu'ils sont cancérogènes, alors que les alternatives non cancérogènes sont juste à côté dans les rayons? On marche sur la tête. C'est du bon sens. Les lobbies sont très très puissants et interviennent, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, pour que rien ne bouge en réalité.
Oui, ils ont toutes sortes de leviers là-dessus. Alors, un chantage économique surtout. Chantage économique, chantage à l'emploi. Oh, attention, vous allez donc c'est comme ça qu'ils ont mis pression sur notre ministre de l'Agriculture, alors que toutes les preuves étaient réunies. Je répète que l'ANSES en France, notre agence sanitaire, a fait une énorme review, en fait, c'est-à-dire toute une procédure d'expertise avec les experts français pour essayer de tirer au clair cette problématique et avoir vraiment un avis définitif sur la cancérogénicité des charcuteries, oui ou non. Ça, c'était résultat d'une série d'auditions parlementaires qui a pris plus d'1 an à l'Assemblée nationale, qui avait poussé comme le député du Loiret, Richard Ramos, qui est bien connu pour ses engagements sur la question alimentaire et qui s'était engagé, qui a comme ça pendant des mois et des mois et des mois réuni toute la profession charcutière, tous les meilleurs spécialistes en toxicologie, en épidémiologie, en cancérologie, les ONG, les fabricants, les distributeurs. Tous les grands distributeurs, tous les grands fabricants sont venus à l'Assemblée s'expliquer. Il y a eu un rapport qui a été produit. Suite à ça, l'ANSES, donc l'agence sanitaire, a rendu un rapport, elle-même résultat d'une expertise. Noir sur blanc, en toutes lettres, oui, nitrate, nitrite sont cancérogènes, point barre. Mais on renvoie la responsabilité sur le consommateur. Je pense qu'on est avec un compromis en disant 150 grammes par semaine, ça passe. Alors, ce 150 grammes par semaine, il était antérieur, hein, ça c'est les 150 grammes de viande transformée par semaine, un maximum. C'était antérieur à l'évaluation de l'ANSES. Hein. C'est en gros la recommandation de Santé publique France depuis pas mal d'années. Elles sont récentes d'ailleurs, les études, c'est 2019, l'ANSES 2022, enfin, qui font vraiment le lien entre les nitrites et les viandes transformées, la consommation de charcuterie. Alors, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'elles sont pas. C'est qu'en fait, c'est comme tout, hein, ça revient. Ce que je raconte dans le bouquin, c'est que dès les années 70. Imaginez, il faut comprendre que l'agence sanitaire américaine, la FDA, la Food and Drug Administration, je raconte ça dans le livre, parce que pour moi, c'était complètement sidérant. La FDA, à la fin des années 70, avait préparé les décrets d'interdiction du nitrate et du nitrite. C'était acté, c'était annoncé à la télé par le directeur de la FDA. Et au dernier moment, le lobby américain des viandes transformées, puisque vous rappeliez tout à l'heure que c'était d'abord une invention maléfique de Chicago, des industriels du Chicago qui voulaient produire plus de porc, plus vite, plus beau, et qui pouvait se conserver plus longtemps, parce qu'il fallait l'exporter jusqu'au bout du monde, il fallait qu'il reste sur les bateaux pendant très très longtemps, pour venir en Europe concurrencer nos beaux jambons de Bayonne, etc. Eh bien, il faut comprendre que les décrets d'interdiction, il y a près de 50 ans, aux États-Unis, étaient prêts. Et ils ont été annulés au dernier moment. Et comprenez bien, pour que vos auditeurs saisissent l'ampleur du désastre, un peu la même chose sur le glyphosate, mais l'ampleur du désastre sanitaire qui s'est déroulé. Ce qui s'est passé, c'est que je raconte qu'il y a eu 10 ans de lutte donc, entre les médecins contre les industriels aux États-Unis. Finalement, juste au dernier moment, le lobby a remporté la bataille, mais il s'était battu pendant comme ça 10 ans. Ils ont réussi à remporter la bataille. Ronald Reagan a été élu et le chef du lobby des viandes transformées est devenu ministre de l'Agriculture aux États-Unis. Il est devenu ministre. Donc le chef du lobby, tout simplement, le plus grand promoteur du nitrite, est devenu le plus grand promoteur du nitrite, mais non plus au titre du lobby, au titre du gouvernement américain. Eh ben, on va continuer d'en parler dans la deuxième partie sur cette histoire. Je voulais pas vous interrompre parce qu'elle est belle, cette histoire du monsieur devenu ministre de l'Agriculture aux États-Unis. On se retrouve juste après. On se prend quoi? Juste un petit gendarme, un petit cabanos pour la pause et puis avec un cornichon. Une tranche de pickle. Une petite tranche de pickle pour la pause et on revient juste après. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et c'est ça qui est merveilleux pour cette deuxième partie de Réfoy. Il y a même de l'ambiance pendant la pause. Voilà, avec nos auditeurs qui ne nous entendent pas pendant la pause. Mais on est là pour parler de ce polar de Guillaume Coudray. C'est un véritable polar parce que juste avant la pause, je raccroche les auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième partie. Nitrite dans la charcuterie, le scandale chez HarperCollins. Pourquoi un polar? Parce que vous nous avez raconté Chicago en fin de cette première partie et je raccroche là-dessus. On a l'impression vraiment d'être avec Elliot Ness. Mais d'être avec Elliot Ness, avec Al Capone, dans une sorte de lobby à Chicago dans les années 20, au milieu, voilà, je dirais, ces gangsters des nitrites, ces gangsters de la charcuterie, parce que c'est exactement ça. On a l'impression d'avoir affaire à un lobby de la charcuterie. Mais il faut comprendre le lobby américain des viandes nitrées, qui a composé toute la littérature pseudo-scientifique qui a été recyclée, après utilisée partout, dans tous les pays. On se réfère aux études américaines. Quand le nitrite a été autorisé en France en 1964, c'est sur la base des études américaines des années 20, qui étaient non seulement fallacieuses, qui étaient mafieuses. Et vous savez, Nicolas, vous venez de rappeler justement ce contexte. Mais vos auditeurs, beaucoup d'entre eux ont lu Tintin en Amérique. Et Tintin, le petit aventurier belge, il va en Amérique et il tombe justement sur des mafieux qui possèdent l'usine de charcuterie. Et le pauvre Milou va tomber, Tintin et Milou se font précipiter dans un bac à fabrication de saucisses. C'est pas un hasard si Hergé, dans les années 20, a choisi comme aventure du petit reporter Tintin, le contexte des usines de viande de Chicago. Et c'est parce que, tout simplement, ça trichait énormément. Et on le sait aujourd'hui, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que les règles sur lesquelles ont été établis l'usage du nitrate et du nitrite étaient mensongères, tricheuses, tout simplement parce que l'Amérique voulait pouvoir fabriquer à toute vitesse, je me répète un petit peu, mais à toute vitesse, des charcuteries qui étaient très belles, peu coûteuses à fabriquer et qui allaient voyager. C'est ce que vous avez appelé en première partie les viandes transformées. Hein. C'est de ça qu'on parlait en première partie et qui constitue la majeure ration des charcuteries dans le monde. Et à l'intérieur de ça, il y a du minerai. Vous aviez parlé du minerai. Alors ça, ce sont des grands blocs de viande dans lesquels c'est pas les parties les plus nobles nécessairement, grâce auxquelles on fabrique pourquoi pas des saucisses fumées, des viandes. Ça s'appelle les viandes transformées. Oui, les viandes transformées, en fait, c'est toutes les viandes qui ont été soumises à soit un traitement chimique, mais y compris un traitement de salaison au sel nitrité ou au sel nitraté, et puis donc c'est aussi bien des parties à partir de viande qui sont émulsionnées ou bien qui sont hachées, vous venez de le dire, mais c'est aussi des pièces entières. Hein, ça peut. Après, on va utiliser à chaque fois le sel nitrité sous des présentations différentes. Si c'est pour l'injecter, si c'est par exemple pour fabriquer nitriter du bœuf, hein, pour faire des belles tranches de bœuf qui vont rester roses même après cuisson, eh bien ça, vous allez plutôt l'injecter au nitrate ou au nitrite ou au nitrate et ça va devenir bien rose. Si c'est plutôt pour faire des sortes de saucissons, là, ça va être plutôt, vous pouvez mettre tout simplement le produit sous forme de poudre ou bien mettre la saumure sous forme directement dans le bac de fabrication. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est injecté, et alors là, on utilise des machines ou bien des seringues. Hein. À l'origine, c'était des seringues hypodermiques qui étaient utilisées pour ça. Hein. Celui qui avait inventé les seringues, je le raconte dans le livre, avait un problème parce qu'à chaque fois, il devait justement trouver des seringues hypodermiques dans le domaine médical, et puis finalement les industriels ont commencé à fabriquer des machines à injecter. Donc on utilise toutes sortes de techniques selon les produits que l'on veut nitrater ou nitriter. Eh bien, soit on l'utilise sous forme de poudre, soit on l'utilise sous forme de liquide. En tout cas, dans tous les cas, c'est toujours la même molécule, un oxyde d'azote, hein, c'est du NO, qui va réagir avec l'hème, c'est-à-dire
la partie sanguine, le sang, et qui va donner naissance à ces fameux composés, en particulier celui dont je parlais tout à l'heure, le nitrosoème, mais aussi les nitrosamines, puis, dans certains cas, et puis aussi d'autres composés comme ça, des nitrosotiols. Il y a toute une gamme de composés nitro ou nitroso qui sont problématiques, tout simplement parce qu'après, ils vont aller attaquer la lumière intestinale, c'est-à-dire la paroi en fait de l'intestin, et à force de répétition, à force de contact comme ça sur toute une vie entre ces composés nitrosés qui soit sont ingérés directement, qui sont déjà dans le produit, soit réagissent dans l'acidité gastrique, puis après vont arriver dans l'intestin, eh bien ces composés nitrosés stationnent, hein, puisque c'est ça dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je suis désolé, hein, c'est le temps de... mais c'est les déchets de la digestion, en fait, qui stationnent. Et ça reste longtemps, là. Ça reste dans l'intestin. Et donc, c'est en contact avec la paroi intestinale. Et c'est ça qui, à force, là, de façon répétée, ce contact répété va finir par faire pousser les fameux polypes, hein, ces tumeurs intestinales qui vont pousser sur l'intestin. On est frappé parce que dans votre livre, vous dites les composés nitrosés, là, pour les industriels, en fait, c'est un effet secondaire. Presque banal. Moi, il faut comprendre, à partir du moment où c'est pas interdit, eux, ils se disent, mais nous, il y a un problème de concurrence. Le collègue, il le fait. Il a des produits qui coûtent moins cher à produire, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il faut comprendre ça. Par exemple, il y a en France, pour ceux qui mangent du porc, mais ça peut se passer pour d'autres viandes, il y a le jambon de Parme. Et le jambon de Bayonne sans nitrate, sans nitrite, il est partout. Il est dans tous les commerces. Hein, du jambon de Parme. Depuis 1995, tous les fabricants, il y a plus de 200 fabricants de Parme, hein, en Italie, à Parme, ils ont tous renoncé au nitrate et au nitrite à cause de l'effet cancérogène. Bon, ce jambon, il est impeccable, sans nitrate, sans nitrite. Aujourd'hui, en France, on peut trouver, donc, il y a depuis quelques années, renaît vraiment une vraie industrie du sans nitrite, aussi bien dans des produits de type jambon cuit, du jambon de Paris sans nitrate, sans nitrite, ça, il y en a plein, hein. Il y a vraiment les deux gammes. Et puis encore plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est au niveau du jambon sec, on appelle le jambon de Bayonne. Il y en a de plus en plus qui refont du vrai jambon de Bayonne sans nitrate, sans nitrite, comme on fait les ancêtres du côté de Pau. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont la même couleur? Alors, le Parme et le Bayonne, puisque voilà. Vous parliez du rose ou du gris en première partie. C'est là où je veux en venir. Pour les produits, c'est là où je veux en venir. Pour les produits qui ne sont pas cuits, la couleur, elle apparaît naturellement. Sauf que ça met 3 fois plus de temps, 3 fois plus de soin. C'est-à-dire à Parme ou à Bayonne, pour fabriquer votre beau jambon de Bayonne, qui va avoir 21 jours là. Ah non, beaucoup plus. Il faut 9 mois. 9 mois de sèche. Pourquoi? Parce que si vous faites, par exemple, le jambon sec dégueulasse, plein de nitrate ou de nitrite, qu'on va vous servir dans votre sandwich, là où il n'y a pas d'étiquette, ou bien qu'on va servir à la cantine, ou bien qu'on va vous mettre sur votre pizza qui va réagir et donner des nitrosamines après lors de la cuisson, parce que c'est un peu trop proche des résistances, eh bien, quand on le fait avec du nitrate ou du nitrite, il faut 3 mois, tout simplement, parce que le nitrate se décompose, donne naissance à du NO, de l'oxyde d'azote, qui lui-même va réagir avec l'M, et donc va donner donc ce fameux nitroso-M qui a une belle couleur bien bordeaux foncé, qui fait beau, quoi, qui fait bien. Donc mieux pour les consommateurs, celui-là. Ah non, ça justement, il est nitrité, il est nitraté. Le 9 mois. Alors, justement, par contre, si vous voulez le faire sans nitrate, sans nitrite, comme on faisait à l'origine, vous mettez que du sel, comme on le disait tout à l'heure. Là, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la réaction chimique entre le NO, l'oxyde d'azote et la viande. C'est tout simplement une enzyme qui est dans la viande, qui va aller chercher dans le sel ce dont elle a besoin pour l'accrocher au sang et donner naissance à une couleur bien stable, toute naturelle, qui est impeccable, qui est un super beau jambon, qui va se conserver beaucoup plus longtemps, qui va avoir un excellent goût, une belle couleur, qui ne va pas être source de composés cancérogènes directement dans la matière, sauf que, voilà, ça met 3 fois plus de temps. Il faut 9 mois pour le faire, alors que l'autre, vous l'avez fait. Imaginez si vous construisez votre maison en 3 mois, alors que le voisin le fait en 9 mois. Mais pour un industriel,
La fabrication en 9 mois, au lieu de la fabrication en 3 mois, ça lui prend 3 fois plus de temps. Donc 3 fois plus d'immobilisation financière, 3 fois plus d'espace de séchage, 3 fois plus de gens à payer pour surveiller les produits. Il n'y a pas photo. Mais tant que c'est pas interdit, il y aura toujours des gens pour vendre ces cochonneries. Là, vous parlez des délais du producteur, mais pour le consommateur, alors quand on se retrouve face au linéaire dans le supermarché, vaut mieux prendre du sans nitrite. C'est évident. Il n'y a pas photo. Sauf si on aime le risque. Après, voilà, il y a des gens qui aiment le risque. Il n'y a rien d'autre à part la petite étiquette marquée sans nitrite. Il y a pas. On se pose toujours la question. Je dis ça parce que quand on est consommateur, on se dit est-ce qu'il n'y a pas une autre, pardon, entre guillemets, entourloupe industrielle. On peut acheter du bio nitrité, là, d'ailleurs. Ah non, mais ça, c'est un scandale. En réalité, quand je consacre le dernier chapitre dans le bouquin, j'ai appelé ça un scandale dans le scandale, nitrate et nitrite dans le bio. En réalité, la directive européenne interdit l'usage du nitrate et du nitrite dans le bio, à la base. C'était comme ça. C'était interdit. C'était interdit, sauf si on ne pouvait pas s'en passer. Sauf que l'INAO, qui est notre Institut national des appellations d'origine, qui gère le label bio, ferme les yeux là-dessus et donne, laisse les industriels du bio faire ce qu'ils veulent et utiliser ça, même quand ils n'en ont pas besoin. Donc, dans le bio, c'est un scandale sans nom, c'est complètement incroyable d'utiliser ça. Et pour vous répondre, Nicolas, si... Comme vous vous en doutiez, il y a une astuce, il y a des petits coquins, pour être poli, qui utilisent une technique très astucieuse alors, il y en a moins maintenant, parce que la Commission européenne a dit que c'était illégal et qu'il fallait pas tromper le consommateur, mais malheureusement, comme le ministère de l'Agriculture en France ferme les yeux là-dessus, fait croire qu'il comprend pas, que tout ça est très mystérieux. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de composants sur un jambon, sur un... Normalement, vous êtes obligé. À part sans nitrite, dextrose et... Bon, en gros, il faut bien que vos auditeurs comprennent que tout ce qui est sous-emballage, étiquette obligatoire en France. Sous-emballage, d'accord ? Quand c'est dans les commerces. Quand c'est à la coupe, vous avez toujours le droit, presque un devoir, si vous voulez protéger vos enfants, de demander. C'est-à-dire que le commerçant est obligé par la loi d'avoir un registre. Vous le dites, vous imaginez bien que moi je le fais en permanence. Vous pouvez le faire aussi. Répondent-ils ah oui, toujours. Ils sont obligés d'avoir un registre. De toute façon, ils ont une sorte de classeur dans lequel ils glissent en fait leur liste de composants selon les. Vous pouvez le faire aussi. C'est toujours extrêmement intéressant dans les restaurants qui vous servent par exemple, au hasard, Subway. Subway, les fameux produits très frais, vous imaginez. Le pastrami de Subway. Alors, le pastrami de Subway, c'est quelque chose. Il a une couleur étonnante. Il a une couleur très intéressante. C'est étonnant, mais bon, c'est un autre sujet, peut-être même un autre livre qu'il faudrait faire sur Subway, parce que c'est toute une histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les produits... Vous n'avez toujours pas donné le nom de l'élément, alors. Alors, voilà. C'est quoi, en plus du sans nitrite, il y a quoi ? Il y a des petits coquins qui utilisent une Mettons-nous à la place du consommateur. Une technique frauduleuse qui apparaît sur les étiquettes sous l'appellation jus de blette, B-L-E-T-E-T-S, ou bien jus de betterave, jus de betterave avec des ferments. Alors c'est pas. Alors justement. Alors quand je dis technique frauduleuse, c'est que frauduleux si c'est pas que pour la couleur. S'ils informent dessus que c'est sans nitrate, c'est sans nitrite. Parce qu'en fait, il y a des nitrates et des nitrites. L'astuce, elle est toute simple. C'est vous faites pousser des légumes, souvent sous des serres, et vous les enrichissez en nitrate et en nitrite. C'est des engrais en fait. Le nitrate, c'est des engrais. Donc vous enrichissez ça en nitrate. Puis, vous prenez ces légumes qui sont... Donc, c'est des big leafy vegetables, c'est des légumes à grandes feuilles. C'est des légumes à grandes feuilles. Donc, des blettes, ça peut être de la laitue, c'est des feuilles de céleri, donc, des légumes à grandes feuilles que vous enrichissez en nitrate. Après, vous faites déshydrater ces grandes feuilles. Puis, vous obtenez une poudre, en fait, qui est naturellement forte en nitrate. Sauf que
sur le papier, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est du nitrate. Vous dites que c'est des poudres de légumes. Puis après, vous mettez dedans des bactéries, souvent des staphylocoques, en fait. Ça va vous donner du nitrite, sauf que ça va vous permettre de tricher sur l'étiquette, de pas dire... Faut pas que ça apparaisse sur l'étiquette. Il faut tout simplement... Donc le mot Contrip qui apparaît sur l'étiquette, c'est quoi? C'est jus de betterave ou jus de blette? Jus de avec blette, quelques ferment. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas comme ça pour tous. Ça, c'est très minoritaire en France. Il y a... 2017, il y avait quelques industriels qui avaient commencé. Et puis en fait, la Commission européenne leur a dit, mais vous êtes faut pas non plus se moquer du monde. On sait très bien que c'est pour nitrater, pour nitriter, c'est pour la couleur, la longue conservation, etc. Donc vous êtes obligé de le dire. Donc là, ils se sont dit, oh non, c'est trop compliqué, ça nous sert à rien. On va plutôt se tourner vers une technique qui nous permet d'avoir le rose sans le nitrate, sans le nitrite. Et aujourd'hui, on voit, il y a une technologie à base de polyphénol qui est utilisé par la plupart des marques, qui maintient le rose, mais qui évite l'apparition des composés nitrosés dans le produit. Donc aujourd'hui, en tout cas en France, globalement, je dirais pas la même chose du tout en Angleterre ou ailleurs, hein, mais globalement en France, les produits qui sont sans nitrate, sans nitrite sont fiables. Alors, le docteur Vladimir Mitz est avec nous. Il va nous parler dans quelques instants de la microchirurgie liée aux accidents dans les abattoirs, pour les techniciens des abattoirs. Juste une dernière question, Guillaume Coudray. On vous retrouvera bien sûr à la fin de l'émission. J'ai des questions sur le cancer à vous poser également, le rapport entre la charcuterie, la consommation et le cancer. Je vous ai vu sourciller en première partie sur les 150 grammes quand le docteur Rafal lançait sur la préconisation de l'ANSES, pas plus de 150 grammes par semaine. Vous seriez à moins, vous, par semaine de 150 grammes. Ça représente quoi, 150 grammes? C'est rien, 150 grammes, c'est Mais vous êtes pour moins, vous. C'est 3 tranches et demie de jambon. Et vous dites que c'est déjà trop? Ce qu'il faut savoir, le retour que moi j'ai eu des médecins et des cancérologues, c'est pour qui? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose un gaillard de 25 ans qui est en train de courir et qui va à la salle de sport toutes les semaines. Parce que le cancer est multifactoriel. Oui, et puis c'est pas la même chose. Ça veut dire 150 grammes, c'est pour un gamin aussi. C'est absurde. C'est absurde qu'on n'ait pas. C'est pas du tout. Pour une personne fragile, pour une personne avec des antécédents de cancer colorectal dans la famille. Donc, cette limite, et puis ce qu'il faut bien comprendre, 150 grammes, mais la plupart de la population française la dépasse. Ça, c'est admis par Santé publique. La moyenne, 40 grammes par jour. 150 grammes, c'est une tranche de jambon, c'est entre 30 et 40 grammes. Hein. Mais c'est comparable à la recommandation de 10 verres de vin par semaine. Là aussi, ce qui serait idéal, c'est de ne pas en prendre du tout. L'alcool est toxique, mais comme on ne peut pas faire... un petit gendarme avec un petit coup de rouge. Mais bon, allez, tout de suite le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. Vladimir Mitz, accident de travail fréquent dans les abattoirs pour les praticiens. Alors on va dézoomer. Vous allez parler de Oui, on va dézoomer un petit peu. On a vu ce problème grave des nitrites, les ouvriers. Et si on regarde un petit peu de plus haut, il y a à peu près 400 000 accidents de la main en France chaque année, dont la moitié est liée à des accidents du travail et l'autre moitié à des accidents de bricolage. Et les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs sont de l'ordre de 25 000 environ. Je rappelle que nous sommes en présence de celui qui a créé SOS Main, le docteur Vladimir Mitz, qui parle en ce moment. Merci. C'est vrai, dans l'équipe où nous étions avec Raymond Villain à l'hôpital Boussicot, ce qui a tout changé au niveau de la donne, c'est que s'il y avait une section totale d'un doigt, d'une main, parce que cela peut arriver avec les hachoirs ou ces manipulations d'instruments assez terrifiants qu'il y a dans les abattoirs, et que tous les ouvriers, normalement, font très attention, mais il y aura toujours des accidents du travail parce qu'il y a des gags, des pannes, des instruments qui fonctionnent mal, donc des accidents gravissimes. Et ce qui a tout changé, c'est qu'on a pu réparer au niveau de la main ou des doigts les petits vaisseaux et les petits nerfs. Parce que la microchirurgie. Et donc le chirurgien, au lieu de regarder directement dans la plaie, il doit regarder droit devant lui, dans des oculaires, et il va opérer sans regarder véritablement ses doigts. Et cela permet de travailler au 10e de millimètre. Et ce progrès donc fantastique a permis des sauvetages qui étaient inespérés jusqu'à présent.
Et cette microchirurgie s'est infiniment développée dans le monde entier. Figurez-vous qu'après un seul centre SOS Main qui a eu lieu à Paris, il y en a maintenant 60 en France. Et ces accidents graves qui sont encore très très nombreux, qu'il s'agisse des accidents du travail, les accidents des abattoirs et aussi tous les accidents de bricolage, parce que le bricolage est devenu l'activité numéro 1 presque de tous les gens qui sont à la retraite ou qui s'ennuient un petit peu au travail. Puis si on travaille maintenant 34 heures ou 35 heures par semaine, quand on rentre chez soi, c'est un deuxième travail que de travailler et d'utiliser les scies électriques, les tournevis, les couteaux qui coupent très bien. Donc la microchirurgie a vraiment transformé la donne. Avec un rôle sociétal du centre SOS Main absolument primordial. Est-ce qu'il y a des risques infectieux à tous ces bobos qui ne sont pas que de simples bobos parfois du quotidien? Alors, c'est le deuxième problème, parce que travailler sur les animaux, c'est aussi le risque de transférer des maladies que porteraient ces animaux. Et ces analyses qui sont faites par les vétérinaires sont très précises, mais il y a un élément qui n'est pas contrôlable, qui est l'infection que porte le patient lui-même. Et ces ouvriers, parfois, ont un panari au bout d'un doigt ou une coupure, et c'est à cette occasion qu'ils sont en contact, malgré les gants, avec des microbes qui vont devenir extrêmement dangereux s'ils sont transmis. Et cette transmission est quelque qui peut être extrêmement virulente. Il y a encore eu des accidents de botulisme dans des ouvriers qui travaillaient dans des abattoirs. C'est dire que vraiment l'hygiène est un des éléments qui est fondamentalement à respecter dans ces abattoirs et dans ces milieux professionnels qui sont soumis à des risques considérables de transmission de microbes. Une réponse courte, Guillaume Coudray, est-ce qu'il y a des risques de botulisme avec du sang de nitrite? On a maintenant une visibilité très nette. On l'avait déjà, par exemple, sur le Parme. Il n'y a pas eu un seul cas de jambon de Parme avec du botulisme. Argument pourtant avancé. Non, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une truanderie. Ça m'intrigue, hein, d'ailleurs, qu'on continue à évoquer cette problématique du botulisme sur les charcuteries sans nitrite en France. Il n'y a pas eu, depuis 1995 sur le jambon de Parme, un seul cas sur les centaines de millions de tranches de jambon de Parme qui ont été vendues dans le monde. En France, pareil. Aujourd'hui, Erta, Fleury-Michon, Madrange, tout le monde fait du sans nitrite. Tout le monde. Vous savez... Mais fait son chiffre d'affaires sur le nitrite. Les deux, en fait, ils font vous le voyez bien dans les rayons, il y a du nitrite et du sans nitrite. Il y a aujourd'hui... le client a le choix. Le botulisme, c'est extrêmement contrôlé en France. Pour une raison toute simple, c'est que c'est une maladie très grave. On l'a vu à Bordeaux sur un cas de sardine. Dans le bar à tapas. Dans le bar à tapas derrière le miroir d'eau. Le botulisme, dès qu'il y a un cas, il remonte directement à l'Institut Pasteur en France, où il y a le Centre national de référence sur le botulisme. Vous pouvez ouvrir le rapport, je les cite dans le livre, vous pouvez ouvrir le rapport 2021-2022. Malgré toutes les tranches de jambon, de saucisson même, cochonneau fait du sans nitrite, il n'y a pas eu un seul cas de botulisme, malgré toutes les gammes qui sont aujourd'hui en France. Aujourd'hui, même le chef du lobby des industriels de la charcuterie m'a dit directement sur l'antenne de France Inter, non mais moi je parle pas de botulisme. Cette fraude au botulisme qui continue d'être mise en avant par quelques-uns est juste un mensonge pour faire avaler la pilule aux consommateurs. Guillaume Coudray est avec nous aujourd'hui pour nous parler de nitrite dans la charcuterie, le scandale chez HarperCollins. J'ai même pas eu l'occasion de vous poser la question sur le pastrami, sur Radio J, la viande de bœuf saumurée. Est-ce qu'il y a des nitrites dedans? Ah, quand elle est bien rose et que vous voulez le faire vite, oui. Mais on peut tout à fait... bien rose. on peut tout à fait... On peut avoir le rose et on peut vous regarder même... Vous regardez tous sur à la rue sur des YouTube. Rosiers cet après-midi pour aller acheter un peu de
pickle ou de pastrami. Merci Guillaume Coudray d'être venu. Merci à vous. Et c'était une petite discussion tout à fait plaisante avec vous, malgré ce qu'on a appris quand même. Voilà, il n'y avait pas que des bonnes nouvelles, mais c'était tout à fait charmant de converser avec vous. Merci Dr Vladimir Mitz, Dr Serge Rafal, Serge Surpin à la réalisation et à la semaine prochaine pour un autre Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal.